Le sel donne un goût délicieux à nos chips et à notre pop-corn. Mais ce n'est pas tout. On l'utilise dans des produits ménagers et industriels, dans les cosmétiques, les engrais, le traitement de l'eau et l'asphaltage des routes. Chaque année, environ 300 tonnes de sel sont produites dans le monde entier. Mais il y a un problème. C'est trop de sel pour notre planète. Vous voyez, le sel remonte progressivement à la surface à partir des roches océaniques situées en profondeur. Et ce processus est tout à fait équilibré, ou l'était, autrefois. L'homme est en train de bouleverser cet équilibre. Notre demande ne cesse d'augmenter et nous rejetons trop de sel dans les sols, dans l'air et dans la mer. Et si ce processus se poursuit sans contrôle, nous pourrions être confrontés à une menace existentielle. Oui, c'est vraiment grave. Et une étude récente menée par l'Université du Maryland le confirme. Il y a un phénomène connu sous le nom de « cycle naturel du sel ». Il existe depuis des milliers d'années. Le sel remonte naturellement par le biais du soulèvement géologique et de l'altération des roches. Par la suite, les roches se désagrègent et libèrent des ions de sel dans le sol. Certains de ces ions sont absorbés par les plantes et les organismes. D'autres sont emportés par les rivières qui les transportent vers les océans. Le sel pénètre également dans l'atmosphère par le biais de la poussière salée dans les régions sèches et des embruns dans les régions côtières. Le sel est essentiel pour l'homme, les animaux et les plantes, car notre organisme s'en nourrit. Pour faire bref, nous sommes un peu comme des systèmes électriques contrôlés par le sel. Le sol a besoin de sel pour rester compact. Les plantes en ont également besoin en petite quantité. Il permet à leur métabolisme de fonctionner correctement pour synthétiser la chlorophylle en quantité suffisante. Cependant, un excès de sel n'est pas une bonne chose. De nos jours, l'activité humaine perturbe le cycle naturel du sel, car nous en ramenons à la surface de la planète beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs après avoir combiné des données provenant de différentes sources, notamment l'annuaire des minéraux de l'US Geological Survey et les relevés mondiaux de la composition des cours d'eau et des mesures de salinité. Le principal facteur à l'origine de ces changements est l'extraction du sel nécessaire, notamment à l'industrie alimentaire. À cela s'ajoutent les pluies acides, qui accélèrent l'altération des roches. Ces facteurs accélèrent la production de sel à la surface de la planète. À l'heure actuelle, la concentration de sel dans le monde est trop élevée. Le sol, les plantes et les animaux ne sont pas en mesure de le consommer en totalité. Pire encore, certaines espèces essentielles ne peuvent pas survivre avec ce surplus de sel. Leur disparition modifie la biodiversité et pourrait entraîner l'apparition d'espèces invasives, telles que le roseau commun. Il s'agit d'une plante hôte qui envahit les zones côtières. Il y a aussi le zooplancton, une espèce océanique importante pour la régulation des algues, et qui est extrêmement sensible au sel. Si cette espèce commence à décliner, cela risque de perturber les réseaux alimentaires mondiaux. L'excès de sel transforme également les terres agricoles en friches. Des rapports récents ont montré qu'environ 13 millions de kilomètres carrés de terre sont déjà touchés. Il s'agit d'une superficie équivalente à 4 fois la taille de l'Inde. Dans certains pays, d'immenses zones deviennent infertiles à cause de cet excès. De plus, l'excès de sel est mauvais pour la santé. En effet, tout ce sel supplémentaire s'infiltre dans les eaux souterraines, les rendant trop salées pour la consommation humaine. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux personnes qui doivent suivre un régime alimentaire pauvre en sodium. Et je ne parle pas seulement du sel de table ou du chlorure de sodium. Non. D'autres sels à base de calcium et de magnésium s'infiltrent également généralement lors de la production d'engrais et de matériaux de construction. Cela nous donne un affreux cocktail chimique de différents sels provenant de diverses sources. Et les scientifiques ne connaissent pas encore les effets qu'un tel mélange peut avoir sur nous, les humains. Vous vous dites qu'il est peut-être temps de réduire votre consommation de sel? Bien, mais ne le supprimez pas complètement. Dans les années 30, le docteur Robert McCance, du département de médecine expérimentale de l'université de Cambridge, a demandé à 4 volontaires de se passer complètement de sel pendant 10 jours. Ils ont d'abord dû transpirer pour évacuer le sel qui restait dans leur corps. Ensuite, le scientifique a littéralement dessalé tout ce qu'ils étaient autorisés à manger et à boire. Peu après, les participants ont commencé à éprouver des sensations étranges. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de goût dans ce qu'ils consommaient. La situation s'est aggravée. Ils ont commencé à être fatigués, puis ils ont rapidement été trop épuisés pour se nourrir. Ils ont commencé à présenter des signes d'hyponatrémie,
c'est lorsque la concentration de sodium dans le sang est dangereusement basse. Les cellules sanguines grossissent, le sang ne parvenant plus à réguler la quantité d'eau qu'une cellule doit consommer. Si ce problème n'est pas traité, il peut non seulement entraîner des crises d'épilepsie, mais aussi avoir des conséquences beaucoup plus graves. À la fin de la période d'essai, les participants ont reçu des aliments salés. Miraculeusement, en l'espace de quelques minutes, ils ont retrouvé le sens du goût et leur énergie s'est reconstituée. À vrai dire, tout ça est un peu terrifiant. Si c'est ce que représente 10 jours sans sel, imaginez la catastrophe qui se produirait s'il n'y avait plus de sel du tout. Nous ne tiendrions pas longtemps, c'est certain. Et ce serait un drame sans fin non seulement pour nous, mais aussi pour les plantes et les animaux. Car ils ont autant besoin de sel que nous. Si nos océans perdraient soudainement tout leur sel, les algues sous-marines disparaîtraient, ce qui réduirait presque de moitié la photosynthèse sur la planète. Les plantes terrestres suivraient le mouvement. Peu après la disparition du sel, nous serions donc confrontés à un problème de taille. Trop de dioxyde de carbone et pas assez d'oxygène. Notre climat commencerait à fluctuer, avec des températures extrêmement chaudes et froides, et les ouragans deviendraient incroyablement puissants et détruiraient tout sur leur passage. Heureusement, nous avons encore du sel dans nos magasins, et son cycle naturel pourrait redevenir plus ou moins stable. L'humanité connaît et utilise le sel depuis la nuit des temps. On l'utilisait par exemple pour les offrandes et la conservation des momies dans l'Égypte ancienne. C'était un produit de valeur que s'échangeaient les Phéniciens et les autres peuples du pourtour méditerranéen. Dans la Chine ancienne, les gens connaissaient plus de 40 types de sel qu'ils utilisaient à des fins médicinales. Dans l'Europe médiévale, Venise est devenue puissante grâce à son monopole sur le sel. Sa production et son transport ont favorisé l'apparition de nouvelles villes et la construction de routes. Salzbourg, la ville du sel, en Autriche, en est un excellent exemple. Aujourd'hui encore, le sel continue de nous surprendre. Par exemple, des chercheurs de la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science de l'Université de Miami ont récemment découvert de rares bassins de saumure en eau profonde dans le golfe d'Aqaba. Il s'agit d'une extension septentrionale de la mer Rouge. Ces lacs salés sous-marins pourraient nous révéler le secret de la formation des océans il y a des millions d'années. Ils pourraient également nous donner des indices sur la vie extraterrestre. Les bassins de saumure font partie des environnements les plus extrêmes sur Terre, et pourtant, malgré leur salinité ultra élevée, leur chimie quelque peu exotique et leur absence totale d'oxygène, ils regorgent de vie. Des chercheurs ont même trouvé des molécules bioactives dotées de propriétés potentiellement anticancéreuses dans les microbes des bassins de saumure de la mer Rouge. Ces bassins dépourvus d'oxygène sont situés près de la côte et pourraient contenir des informations sur les tsunamis, les tremblements de terre et les crues soudaines qui ont eu lieu dans le golfe d'Aqaba il y a des milliers d'années. Le sel était même arrivé dans l'espace. Enfin, en quelque sorte. La Lune est comme une comète qui traverse le cosmos. Notre satellite naturel possède une fine queue de matière irradiée que notre planète traverse directement une fois par mois. Or, selon une étude publiée dans la revue JJR Planets, cette queue lunaire serait constituée de millions d'atomes de sodium. Et comme vous le savez déjà, la formule chimique du sel est le chlorure de sodium. Ces atomes sont expulsés du sol lunaire par des météorites, puis poussés à des milliers de kilomètres en aval par le rayonnement solaire. Plusieurs jours par mois, lorsque la nouvelle Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, la gravité de notre planète entraîne cette queue de sodium dans un long faisceau qui s'enroule autour de notre atmosphère. La queue elle-même est inoffensive et invisible à l'œil nu. Mais pendant ces quelques jours, les télescopes les plus puissants peuvent en détecter la faible lueur orange dans le ciel. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée.
et atteignait des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo, et le terrifiant Mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ces mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentaient des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'1/5 des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan arum, les plus grandes fleurs au monde.
Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argoland s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argoland ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argoland s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenus un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. La NASA se lance dans la quête des sphères de Dyson. En effet, il a été constaté que 60 étoiles présentèrent des motifs lumineux inhabituels, ce qui pourrait indiquer la présence potentielle d'une technologie extraterrestre à proximité. Une équipe de chercheurs a mis au point une nouvelle méthode pour détecter les civilisations avancées en recherchant des sphères de Dyson. Toutes les formes de vie, qu'il s'agisse de simples microbes ou de l'humanité, ont besoin d'énergie pour subsister. À mesure que les espèces évoluent, leurs besoins énergétiques augmentent. Nous avons d'abord utilisé le feu, puis le charbon et le pétrole, avant de passer aux panneaux solaires. Imaginez à présent une civilisation extrêmement avancée.
ayant épuisé toutes les sources d'énergie disponibles sur sa planète. Quelle pourrait être la solution suivante? Leur étoile hôte, qui constitue une source d'énergie presque infinie. C'est ici qu'intervient le concept des sphères de Dyson, proposé par le physicien Freeman Dyson dans les années 60. Ce concept envisage la construction, en théorie, d'une structure gigantesque autour d'une étoile afin de capter son énergie, à l'image d'un immense panneau solaire. Une telle technologie pourrait permettre à des civilisations avancées de subvenir aux besoins énergétiques de leur planète, et même d'alimenter des voyages interstellaires. À l'heure actuelle, un tel projet demeure hors de portée pour l'humanité. Toutefois, il est envisageable qu'une autre civilisation dans l'univers ait déjà réussi à le concrétiser. Les scientifiques ont collecté une quantité considérable de données issues des relevés d'étoiles, analysant plus de 5 millions d'objets pour identifier quelques candidates potentielles. Mais il va de soi que les civilisations extraterrestres pourraient utiliser des technologies radicalement différentes. Ainsi, au lieu de chercher d'immenses structures autour des étoiles, les astronomes se concentrent sur la recherche de technosignatures. Ces indices sont des phénomènes inhabituels susceptibles de signaler une activité technologique qui ne peut être attribuée à des sources naturelles connues, telles que les galaxies ou les nébuleuses. Par exemple, une structure comme une sphère de Dyson pourrait émettre un rayonnement infrarouge atypique en raison de la chaleur considérable qu'elle dégagerait en absorbant l'énergie d'une étoile. Parmi les millions d'objets étudiés, 368 ont été retenus comme candidats potentiels, et un filtrage plus strict n'a permis d'en conserver que 7 qui pourraient correspondre à des sphères de Dyson. D'ordinaire, de tels scintillements infrarouges inhabituels résultent d'événements violents dans l'espace, tels que des collisions planétaires, qui dispersent de la poussière et des éclats en fusion, tout en produisant des motifs lumineux irréguliers appelés disques de débris. Les chercheurs estiment que ces 7 objets pourraient être des étoiles de type M, connues sous le nom de naines rouges, lesquelles sont plus petites et moins lumineuses que notre Soleil, qui est une naine jaune. Les étoiles de ce type n'ont généralement pas de poussière ou de débris en orbite autour d'elles. Cependant, des analyses supplémentaires, notamment une étude approfondie de la lumière émise, sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Une autre étude a identifié 53 étoiles présentant un excès de rayonnement infrarouge similaire, qui doivent également être examinées de près. Les scientifiques envisagent d'utiliser des instruments sophistiqués, comme le télescope spatial James Webb, pour analyser en détail l'ensemble de ces candidates. Une candidate particulièrement célèbre est l'étoile de Tabi. Les scientifiques lui ont même attribué un surnom comique, inspiré du sous-titre de l'article qui lui était consacré. Where's the Flux? À vous d'imaginer l'acronyme. Cette étoile est un peu plus chaude et massive que notre Soleil. Elle a retenu l'attention de la NASA en raison de ses variations de luminosité inhabituelles et irrégulières. En effet, au lieu de briller de manière stable, elle semble clignoter, à l'image d'une lampe torche qu'on allumerait et éteindrait tour à tour. Au premier abord, on pourrait penser que cela est dû au passage d'une grande planète ou d'une comète devant l'étoile. Cependant, les baisses de luminosité atteignent jusqu'à 22%. Aucune planète ne serait capable de masquer un quart de la lumière d'une étoile, d'où la nature intrigante du phénomène. Une autre hypothèse avance l'idée d'une sphère de Dyson, ou d'une mégastructure similaire. Certains ont également suggéré que ces variations pourraient être dues aux fragments d'une exolune désintégrée en orbite autour de l'étoile. Bien que d'autres astres présentent des phénomènes comparables, aucune preuve tangible ne permet de confirmer ces théories. Pour l'instant, les scientifiques demeurent dans l'incertitude. Les astronomes sont donc en quête de toute structure gigantesque susceptible d'exister. Les formes que pourrait prendre une sphère de Dyson sont multiples. Anneaux, bulles, essaims de satellites, coquilles gigantesques et bien d'autres encore. Une coquille de Dyson, par exemple, consisterait en une enveloppe rigide entourant totalement l'étoile. Cette option représente la solution la plus extrême et aussi la plus complexe à réaliser. Si une civilisation avancée avait effectivement construit une telle structure, celle-ci bloquerait complètement la lumière de l'étoile, la rendant invisible à nos yeux. La surface intérieure de cette coquille pourrait être aménagée en habitat, et la gravité pourrait être simulée en faisant tourner l'ensemble de la structure autour de l'étoile. Un essaim de Dyson, en revanche, serait l'option la plus accessible. Un réseau de satellites et d'habitats collectant l'énergie en orbite autour de l'étoile. Cet environnement pourrait s'avérer des plus agréables,
les habitants vivant dans un ensemble de stations spatiales ou de petites maisons dispersées au sein de l'essaim. Chaque habitat aurait son propre système de subsistance, avec l'air, la gravité artificielle et les infrastructures nécessaires. Il serait également possible d'y faire pousser des cultures. Et la vue serait spectaculaire. Un ciel toujours lumineux, constellé d'autres habitats visibles à travers l'immensité. Avec l'énergie presque illimitée d'une étoile à disposition, nous pourrions accélérer notre développement, produire d'immenses quantités de matériaux et même terraformer des planètes du système stellaire. Mais la construction et l'entretien d'une sphère de Dyson nécessiteraient des technologies de pointe en robotique et des ressources financières colossales. Un tel projet demanderait des siècles, voire des millénaires, avant d'être concrétisé. Les mégastructures ne sont pas les seules pistes explorées par les scientifiques dans leur quête de vie extraterrestre. Les planètes sont également scrutées avec attention. Pour être considérées comme des habitats potentiels, les planètes doivent présenter certaines caractéristiques. Il faut notamment la présence d'eau liquide, ainsi qu'une source d'énergie capable de déclencher les réactions nécessaires à la formation des éléments constitutifs de la vie. Il s'avère que ces conditions ne sont pas particulièrement rares. Nos recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de 60 milliards de planètes potentiellement habitables rien qu'au sein de la Voie lactée. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de les observer directement ni d'y envoyer de mission. Il nous faut donc recourir à des stratagèmes, comme détecter la présence d'eau et de certains gaz propices à la vie dans leur atmosphère. Récemment, le télescope spatial James Webb a détecté des indices pouvant suggérer la présence de vie sur une planète nommée K2-18b, relativement proche, à environ 120 années-lumière de la Terre. Cette planète est 9 fois plus grande que la nôtre et possède des nuages d'eau liquide, bien que son atmosphère soit différente, avec des gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le sulfure de diméthyle. Une forme de vie nécessitant de l'oxygène aurait du mal à y prospérer, mais sur Terre, ce sulfure est principalement produit par des organismes vivants comme le phytoplancton. Les scientifiques ont également découvert que des planètes aux orbites inhabituelles et ondulantes pourraient révéler la présence de civilisations extraterrestres avancées. Dans notre système solaire, chaque planète suit son propre chemin orbital, mais l'univers réserve bien des surprises. Selon les modèles, il pourrait exister des planètes partageant la même orbite, à condition qu'elles soient disposées de manière uniforme autour de l'étoile, ce qui limiterait leur influence gravitationnelle mutuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la configuration en fer à cheval, où les planètes accélèrent et ralentissent les unes par rapport aux autres, adoptant des trajectoires sinueuses. Ces systèmes en fer à cheval pourraient accueillir jusqu'à 24 planètes. Cependant, ce type de configuration, bien que théoriquement possible, reste très improbable sans une forme d'intervention. Normalement, la gravité déstabiliserait de tels systèmes en un rien de temps. Ainsi, la découverte d'un système stellaire où 24 planètes partagent la même orbite pourrait suggérer l'implication d'une civilisation avancée. Il se pourrait aussi que des civilisations extraterrestres tentent de nous contacter directement. La recherche d'intelligence extraterrestre a débuté dans les années 60, quand l'astronome Frank Drake a commencé à capter des signaux radio en provenance de l'espace. Aujourd'hui, cette quête continue. Les astronomes restent à l'écoute des radiations parasites, ces ondes radio émises accidentellement dans l'espace par des activités courantes. Récemment, des ondes radio ont été détectées en provenance de Iguazu Ceti-b, une planète située à seulement 12 années-lumière. Cela laisse supposer l'existence d'un champ magnétique essentiel pour protéger la vie des radiations solaires. Cependant, Iguazu Ceti-b est probablement trop proche de son étoile pour être habitable. Il existe de nombreux endroits d'où un tel signal pourrait provenir. En effet, il y a 1 millier de systèmes stellaires dans notre galaxie, depuis lesquels il est possible de nous observer. Toutes ces étoiles bénéficient d'une vue privilégiée sur la Terre, lorsqu'elles passent devant le Soleil, facilitant la détection de notre planète par d'éventuels astronomes extraterrestres. Ainsi, plus d'1 millier de systèmes stellaires pourraient être en train de nous observer à cet instant. Si nous les étudions attentivement, nous pourrions peut-être un jour trouver des preuves d'une vie intelligente qui nous observe en retour. Ah, l'été. Plage, bronzage parfait, et ces cigales bourdonnant si fort que vous pouvez à peine vous entendre penser. C'est probablement la seule période où nous pensons à elles, mais les choses seront différentes en 2024. Des millions, voire des milliards de cigales attendent silencieusement sous la surface du continent américain le jour parfait pour émerger. Une véritable apocalypse de cigales se prépare. Et la dernière fois que nous avons fait face à une telle situation, c'était en 1803.
Les cigales existent depuis environ 5 millions d'années et on en compte plus de 3000 espèces dans le monde. Dans l'est des États-Unis, on distingue essentiellement deux types. D'abord, les cigales annuelles, celles que vous entendez probablement en été. Bien que leur appellation laisse entendre qu'elles auraient un cycle de vie annuel, ce n'est pas toujours le cas. Les nymphes, nom donné à leurs larves, peuvent en passer jusqu'à 5 ans sous terre avant d'émerger. Le second type est celui des cigales périodiques, des espèces distinctes qui émergent tous les 13 ou 17 ans. Elles ont en fait le cycle de vie le plus long de tous les insectes au monde. En 2024, un événement synchronisé, baptisé l'Apocalypse des cigales, se produira. Cette fois, ce sont deux générations distinctes de cigales périodiques qui vont synchroniser leur cycle de vie. Ainsi, la génération 13, qui émerge tous les 17 ans, et la génération 19, qui émerge tous les 13 ans, apparaîtront simultanément. Cette situation est si rare qu'elle ne se reproduira pas avant 221 ans. Des milliards de ces insectes vont émerger à travers le Midwest et le sud-est des États-Unis. Tout cela pourrait débuter fin avril et durer environ 6 semaines. On s'attend à ce qu'un type de cigale émerge principalement en Illinois, tandis que l'autre type pourrait couvrir une zone beaucoup plus vaste, comprenant le Missouri, la Louisiane, la Caroline du Nord et encore l'Illinois. Et oui, il s'avère que ces deux couvées partagent certaines zones géographiques. Donc, si vous vivez près de Chicago, vous serez doublement impacté. Il en va de même pour l'Indiana. Vous vous demandez peut-être, que font les cigales pendant ces 17 ans, mis à part, voyons, planifier leur invasion peut-être? Eh bien, elles vivent sous terre sans la moindre lumière du soleil, mais elles ne dorment pas pour autant. Elles restent conscientes et actives sous forme de nymphes, creusant des tunnels et se nourrissant de la sève des racines des arbres. Lorsqu'elles atteignent l'âge de 17 ans, les cigales vérifient si la température leur convient pour émerger, et elles sont très pointilleuses à ce sujet. Elles ne sortent que lorsque le sol, à environ 20 cm de profondeur, atteint 18 degrés Celsius. C'est pourquoi les cigales de différentes régions des États-Unis apparaissent à des moments différents. Le sol en Virginie pourrait atteindre cette température idéale avant celui de l'Illinois, par exemple. Mais une chose est sûre, une fois la température adéquate atteinte, toutes les cigales de cette zone spécifique le ressentent et elles émergent à l'unisson. Elles commencent par creuser hors du sol et essaient de grimper aussi vite que possible vers une structure verticale proche, comme un arbre. Une fois à destination, elles perdent leur exosquelette et déploient leurs ailes en tant qu'adultes. Ce voyage n'a qu'un seul objectif, la reproduction. Pour cela, elles s'engagent dans une recherche bruyante de partenaires. L'apocalypse des cigales ressemblera à peu près à cela. Je sais, c'est un peu déprimant, n'est-ce pas? Cependant, il n'y a rien à craindre car les cigales ne sont pas du tout dangereuses. Elles ne mordent pas et ne piquent pas. Et elles ne sont même pas nuisibles pour les plantes de votre jardin. Elles sont juste très bruyantes. Ainsi, voir des milliards d'entre elles émerger du sous-sol signifie que leur cacophonie rendra les gens fous, car elle durera de 3 à 4 semaines. Ce qui rend les cigales si bruyantes, c'est qu'elles disposent d'un instrument de musique intégré dans leur corps. Sur un côté de leur abdomen, elles possèdent une structure exosquelettique rainurée appelée timbale. Lorsqu'il est temps de faire du bruit, elles contractent et relâchent leurs muscles autour des dites timbales. La fréquence de ces contractions est incroyablement rapide, jusqu'à 480 par seconde. C'est si rapide que l'ouïe humaine ne perçoit cela que comme un son continu. En utilisant leurs timbales, les cigales produisent des sons de cliquetis, de claquements ou de grésillements. Leur bourdonnement aigu, ou chant de parade nuptiale, peut atteindre jusqu'à 100 décibels. C'est un peu comme écouter une moto ou un marteau-piqueur qui ne s'arrête jamais, ou du moins pas avant la fin de leur cycle de vie. Les experts conseillent aux personnes ayant l'ouïe sensible de s'éloigner de certaines régions pour réduire leur exposition au bruit. En d'autres termes, évitez de vous approcher des cigales. Une conséquence répugnante de cet apocalypse des cigales est que les gens devront probablement balayer une immense quantité de carcasses d'insectes, éparpillées un peu partout, ainsi qu'une multitude d'exosquelettes recouvrant les arbres et les buissons. De plus, lorsque la brève vie d'une cigale adulte touche à sa fin, elles ont tendance à tomber au sol, recroquevillées sur le dos, après quoi, elles demeurent complètement immobiles, mis à part quelques petits soubresauts. Cela peut être assez perturbant. Si l'idée d'un tapis d'exosquelettes croustillant vous dégoûte,
sachez que tout le monde ne partage pas votre avis. En fait, certains groupes sont tellement fascinés par ces insectes qu'ils planifient même leurs vacances pour observer de plus près ce phénomène rare. Il existe également une application appelée Cicada Safari, qui cartographie la distribution des insectes, en permettant aux gens de partager des photos et de signaler leurs observations de cigales. Ce n'est pas qu'un simple passe-temps. Cette application aide les scientifiques à comprendre comment les cigales s'adaptent pendant ces cycles et quelles seront leurs prochaines réactions. En plus des passionnés d'insectes, et des cigales elles-mêmes, bien entendu, la nature se réjouit également de cet événement de double couvée. Lorsque ces insectes apparaissent à la surface, ils fournissent non seulement de la nourriture aux prédateurs comme les oiseaux, mais jouent aussi un rôle vital en aérant le sol et en aidant les racines des arbres à obtenir de l'oxygène. Que se passe-t-il après leur émergence? Prenons ces deux cigales comme exemple. Le mâle chante et la femelle adore son chant langoureux. Ils tombent amoureux à leur manière et pondent des œufs dans des trous dans un arbre. Ils continuent de faire cela pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la femelle ait pondu environ 600 œufs. Après cela, leur travail est terminé. C'est un peu comme la fin tragique de l'histoire de Roméo et Juliette. Tous deux y laissent la vie. Et c'est pourquoi l'apocalypse des cigales se termine avec un tas de carcasses par terre. Parlons maintenant de leur progéniture. 6 semaines plus tard, les œufs s'éclosent et les bébés cigales tombent au sol. Ils perpétuent la tradition des cigales en s'enfouissant, tout comme leurs parents l'avaient fait en leur temps. Ces nymphes particulières resteront sous terre pendant les 13 ou 17 prochaines années, jusqu'à ce qu'elles ressortent à nouveau. Vous aurez peut-être remarqué que je dis toujours 13 ans et 17 ans, sans ajouter d'approximation comme environ ou à peu près. C'est parce que leur cycle est presque aussi précis qu'une horloge. Il est assez difficile d'expliquer comment les cigales savent exactement combien d'années se sont écoulées, mais de nombreux scientifiques supposent que les cigales périodiques possèdent une sorte d'horloge moléculaire interne. Vous savez comment les arbres traversent leur cycle saisonnier, n'est-ce pas? Au cours de ces cycles, la composition de leur sève change et les nymphes de cigales, sous terre, se nourrissent de cette sève. Ainsi, cela pourrait être la manière dont leur environnement leur signale le passage du temps. Lorsque les arbres ont terminé leur cycle saisonnier pour la 17e fois, les cigales obtiennent l'indice final. Il est temps de sortir. Mais bien que ce soit une hypothèse intéressante, aucune théorie n'a encore été prouvée. En attendant une explication scientifique claire, vous pouvez vous préparer à l'apocalypse des cigales en vous équipant de casques à réduction de bruit, de bouchons d'oreilles ou de machines à bruit blanc. Si leur aspect vous dégoûte et que vous envisagez de partir à l'autre bout du monde, ne vous inquiétez pas. Ce sera la première et dernière fois que vous y serez contraint, car le prochain événement de double génération ne se produira qu'en 2245. En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs, à commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace.
Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes est à vérifier. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes et ensemencer un corps céleste. Pour l'instant,
il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Le désert du Sahara est immense. Il occupe 8% du territoire mondial. Il est plus grand que les États-Unis ou la Chine. Mais étonnamment, le Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. C'est le troisième, derrière l'Antarctique et l'Arctique. Mais c'est sans aucun doute le plus chaud. Les températures y avoisinent les 57 degrés. Cet endroit possède certaines des dunes de sable les plus incroyables que vous verrez jamais. Elles atteignent 450 mètres de haut. Mais le hic, c'est qu'il existe un risque réel que ces dunes continuent de s'étendre et finissent par recouvrir la Terre entière. Curieusement, l'influence du Sahara s'étend bien au-delà de ses frontières. Sa poussière, transportée par des vents puissants, se ferait un chemin jusqu'au Royaume-Uni et à travers le continent européen, en particulier en hiver. Cette poussière, qui se dépose sur le sol lorsqu'il pleut, offre un spectacle familier aux Britanniques, dont les voitures sont souvent recouvertes d'un résidu rouge. Ce lien entre le Sahara, l'Angleterre et l'Europe nous rappelle la portée mondiale des phénomènes environnementaux. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas si grave, mais l'Europe pourrait se transformer en désert, avec des sols infertiles et des habitants privés de nourriture. La Terre est un élément fondamental de l'existence humaine, tout aussi essentiel que l'eau et l'air. Sans elle, nos paysages seraient mornes et arides. Le désert du Sahara a déjà franchi la Méditerranée.
ce qui est inquiétant et pourrait changer le paysage à jamais. Un cinquième de l'Espagne a déjà été transformé en désert. La prochaine victime sera l'Italie, également confrontée au problème de la désertification. En fait, presque tous les pays européens sont touchés par ce problème. Selon l'expert Maurizio Sciortino, cette terre qui n'a pas changé depuis près de 2000 ans deviendra essentiellement de la roche, et les gens qui y vivent disparaîtront. 60% de la terre de Moldavie a disparu, et le problème s'étend déjà au-delà de la mer Noire. Il a atteint la Chine et la Mongolie, à des milliers de kilomètres du Sahara. Tout cela entraîne des pertes d'environ 4 milliards de dollars par an. La menace est si importante que même les Nations Unies ont commencé à mobiliser des ressources pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. L'Italie envoie de l'aide à l'Afrique pour stopper l'expansion du désert. Si ce processus ne s'arrête pas dans les 10 prochaines années, des millions de personnes seront contraintes de quitter leur foyer. Le désert du Sahara s'étend d'environ 48 km par décennie. Faites le calcul, et vous saurez combien de temps il lui faudra pour recouvrir l'Europe entière. Depuis 1920, le Sahara s'est étendu d'environ 10%. Mais tout espoir n'est pas perdu, car plus de 172 pays se sont unis pour mettre un terme à la désertification du monde. Le Programme alimentaire mondial a pour objectif d'aider à la revégétalisation de la terre qui occupait autrefois le Sahara. Lorsqu'ils ont fait part de leur projet aux habitants de cette grande région, ces derniers leur ont ri au nez en leur disant que c'était impossible. Mais lorsque vous avez un objectif précis en tête, l'impossible devient possible. Si nous retournions environ 5000 ans en arrière, nous trouverions là une belle forêt avec des arbres et une verdure luxuriante. Cela fait 2000 ans que le climat de l'Afrique change, et toute la végétation du Sahara a aujourd'hui disparu. Cette évolution est liée à la rotation de la Terre et aux moussons qui apportent de l'eau à ce continent aride. Mais avec l'aide des scientifiques et quelques astuces, nous pouvons faire revenir tout ce vert et stopper l'avancée du désert. Le fleuve Sénégal sert de frontière entre le désert du Sahara, le Sénégal et la Mauritanie. Lorsque vous observez cette zone depuis l'espace, vous constatez que le désert s'étend bien jusqu'au Sénégal. La végétation, le long des berges du fleuve, est pratiquement inexistante. Les forêts peuvent servir de barrière, elles empêchent les vents d'emporter le sable et le désert de s'étendre. Des efforts ont été déployés pour créer un grand mur vert, et la manière d'y parvenir est assez impressionnante. Pendant plus de 40 ans, rien n'a poussé dans la zone actuellement restaurée, ce qui a poussé les habitants à trouver d'autres endroits où vivre. Et puis on a compris que la terre pouvait être remise en état. Les gens ont été enthousiasmés, ils se sont engagés à fond et ont appris à travailler le sol et à cultiver des aliments. À l'heure actuelle, plus de 300 km² ont été restaurés et transformés en de nouveaux espaces verts. La région du Sahel est le point de départ de la désertification, et il est crucial d'établir d'abord un mur vert dans cette zone. La réalisation de ce mur n'a rien de sorcier, il suffit de quelques mesures simples. Le sol y est littéralement cuit par le soleil et est aussi dur qu'un bloc de béton. Si vous avez déjà versé de l'eau sur du béton, vous savez qu'elle s'écoule. Elle ne reste pas au même endroit. On a donc dû créer des structures en demi-lune capables de retenir l'eau afin que des plantes puissent pousser. Lorsque vous découvrirez le fonctionnement de ces demi-lunes, vous vous direz peut-être « Mais comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?» En fait, cette technique est ancienne et a déjà été mise en œuvre au Sahel. Mais le temps passant, les peuples l'ont oublié. Lorsque la pluie tombe, l'eau est recueillie dans ces demi-lunes placées un peu plus bas que le sol, sous les courbes de niveau. Il y a aussi une sorte de talus à l'extrémité de la forme. Il empêche l'eau de déborder. Et au milieu, il y a des plantes. Elles prospèrent, car elles disposent de toute l'eau dont elles ont besoin. Il est essentiel de cultiver des plantes locales qui sont habituées aux conditions difficiles de la région, comme le sorgho et le millet. Ces plantes survivent depuis des milliers d'années et produisent de grandes quantités de biomasse, ce qui signifie que la terre peut être réhabilitée plus rapidement et que les gens auront de la nourriture plus tôt. L'eau qui pénètre dans les demi-lunes ne se perd pas. Elle pénètre dans le sol et alimente les nappes phréatiques. Ainsi, l'eau présente dans le sol ne s'épuisera jamais et les générations futures disposeront d'eau potable. Mais cette technique géniale ne se limite pas aux demi-lunes. Les gens tracent également des lignes pour y planter divers légumes, tels que des tomates. Ensuite, il y a des endroits réservés aux arbres,
citronniers et orangers, par exemple. Après une longue et chaude journée, rien n'est meilleur qu'une bonne limonade fraîche. Les arbres protégeront également les sols, et avec un peu de chance, il y aura un jour une nouvelle forêt dans le désert du Sahara. La méthode consiste à suivre la dynamique propre aux forêts. On commence avec de petites plantes, puis on passe progressivement à des plantes plus grandes, plus utiles que les petites. L'objectif, planter plus de 10 000 arbres. En ce moment, de nombreuses personnes quittent le Sahara après la saison des pluies. Elles se rendent dans les villes ou quittent tout simplement l'Afrique. À cette époque de l'année, les villages sont déserts. On n'y trouve que des animaux. La plupart des gens sont partis. Peut-on le leur reprocher? Personne ne peut vivre dans le sable, où rien ne pousse. Heureusement, grâce à toutes ces anciennes techniques retrouvées, nombreux sont ceux qui, lentement mais sûrement, retournent sur leur terre pour y développer l'agriculture. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hiver rigoureux, et les plantes poussent 12 mois par an. Les gens peuvent donc disposer de nourriture toute l'année. Les gens sont aussi plus sociables maintenant que les villages se repeuplent. Si ce projet fonctionne, l'Afrique sera sauvée et le monde ne se transformera pas en un gigantesque désert. Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant. Transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons. Et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps. Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide. L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement. Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ? Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ une fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares, elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les 2 principaux candidats sont une étoile à neutrons ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celle qui donne naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres.
La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre deux d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication. Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre deux étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces deux astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant, ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir, dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider. Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'Observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre, et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement. Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de deux explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché. C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons.
tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire. La Terre n'est pas plate, mais Jupiter aurait pu l'être. Au lieu de grandes sphères rondes, les géantes gazeuses de notre système solaire ont peut-être commencé leur vie en n'étant que de simples crêpes. Jupiter était l'une de nos plus anciennes voisines. Elle a 4,6 milliards d'années, tout comme notre Soleil. Et lorsqu'elle était encore jeune, elle s'est probablement formée dans un disque protoplanétaire. Tout commence avec les étoiles. Lorsqu'une étoile se forme encore, elle ne ressemble pas à un objet rond. C'est plutôt comme un grand disque de matière. À ce stade, soufflent des vents chauds composés de particules chargées. La poussière de ce disque contient des éléments comme le carbone et le fer. Certains d'entre eux entrent en collision et demeurent ensemble, formant de plus grands objets. La poussière se transforme en cailloux, les cailloux se transforment en roches, et les roches se heurtent les unes aux autres, devenant de plus en plus grandes. Le gaz présent dans le disque aide tous ces morceaux solides à s'agglutiner. Certains se détachent, mais d'autres restent ensemble. Et ce sont eux qui deviennent la base des planètes. On les appelle des planétésimaux. Même des géantes gazeuses comme Jupiter ont commencé comme de minuscules particules de poussière, plus petites qu'un cheveu humain. Finalement, elles ont constitué leur propre disque de matière. Puis, elles ont commencé à tourner autour de notre Soleil, grandissant à mesure qu'elles accumulaient du gaz et des roches comme une grosse boule de neige. Les géantes gazeuses sont particulières. Elles sont nées des parties les plus froides du disque. Dans ces régions froides, les molécules sont plus lentes, ce qui les rend plus faciles à capturer. L'eau peut ainsi geler, et de minuscules morceaux de glace se coller ensemble et se mêler à la poussière. Ces boules de neige sales se rassemblent et forment ensuite les noyaux de vastes planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Dans les régions plus chaudes, proches de l'étoile, des planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars commencent à se former. Après la naissance des géantes de glace, il ne restait plus beaucoup de gaz pour ces petits corps célestes, et il pourrait falloir des dizaines de millions d'années pour que de telles planètes se forment après la naissance d'une étoile. Notre Soleil grandissait en même temps, aspirant le gaz proche et repoussant encore plus loin les objets lointains. Après des milliards d'années, le disque a complètement changé, se transformant en une étoile sphérique avec un tas de planètes géantes et naines, d'astéroïdes, de lunes, de météoroïdes et de comètes alentour. Récemment, des simulations ont montré que ces protoplanètes, comme on appelle ces premiers conglomérats de poussière, ne commençaient pas par ressembler aux planètes que nous connaissons. Dans le cas des géantes gazeuses comme Jupiter, elles ressembleraient davantage à des boules écrasées ou à des M&M's. Lorsque le Soleil était encore jeune, le disque de gaz et de poussière qui l'entourait s'est refroidi et est devenu instable. Il a commencé à se fragmenter en gros morceaux. Ceux-ci se sont rassemblés sous l'effet d'une gravité implacable pour créer Jupiter. Puis elle est devenue une géante gazeuse de forme sphérique au fil du temps. Quantité d'anomalies peuvent se produire pendant ce processus de formation des planètes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Vénus ou Uranus tournaient dans le sens inverse? Habituellement, lorsque des choses se forment à partir d'un disque de gaz en rotation, elles ont tendance à tourner dans le même sens. Si vous faites tourner un tas de balles attachées à une ficelle, par exemple, elles tourneront toutes de la même manière. Donc, théoriquement, toutes les planètes devraient également tourner dans la même direction. Mais il y a aussi beaucoup d'objets qui se déplacent rapidement dans notre système solaire, comme les comètes et les astéroïdes. Lorsqu'ils entrent en collision avec les planètes, surtout pendant leurs premiers jours, cet impact peut les amener à tourner dans le sens opposé. Vénus et Uranus ont probablement survécu à une collision de grande ampleur. Heureusement, elles n'ont pas été éjectées dans l'espace lointain, la gravité du Soleil et des planètes voisines les ayant maintenues à leur place. Il existe également ce qu'on appelle des planètes verrouillées gravitationnellement. Ce sont des corps célestes, qui tournent de sorte qu'un même côté fait toujours face à leur étoile, tandis que l'autre demeure dans une obscurité perpétuelle.
Ainsi, un côté est toujours très chaud, tandis que l'autre est extrêmement froid. Si nous vivions sur une telle planète, nous ne pourrions exister que sur une fine bande entre ces deux extrêmes. Ces planètes se forment lorsqu'elles sont très proches de leur astre. Les forces gravitationnelles à l'œuvre sont intenses et, avec le temps, ralentissent la rotation de la planète jusqu'à ce qu'elle corresponde au temps qu'elle met pour orbiter autour de son étoile. Imaginez que vous tourniez sur votre chaise. Quelqu'un s'approche de vous et, tenant votre chaise de ses mains, commence à tourner avec vous. De cette façon, vous vous ferez face en permanence. Les planètes en rotation synchrone fonctionnent un peu de cette manière. Notre Lune se trouve d'ailleurs en rotation synchrone avec la Terre. C'est pourquoi nous n'en voyons qu'un seul côté. Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles ont des orbites très étranges. Il y en a, par exemple, qui présentent des orbites incroyablement longues. Des milliers d'années pour effectuer une seule révolution autour de leur étoile. Ou des orbites très inégales, semblables à celles des comètes. Ou encore ces planètes que l'on nomme Jupiter chaud, qui sont très proches de leur astre, bien plus proches que Mercure ne l'est de notre Soleil. Mais ces planètes n'auraient pas pu se former là où elles se trouvent maintenant. À mesure que leur système solaire évoluait, elles ont, pour une raison ou pour une autre, changé de position. Ce réagencement est appelé migration planétaire. Il existe 3 façons dont cette migration peut se produire. Tout d'abord, en raison du gaz et de la poussière en rotation autour de la planète. Lorsqu'une planète entre en collision avec cette matière, cela peut créer des motifs en spirale dans le gaz. Ces motifs peuvent soit rapprocher la planète du centre, soit l'éloigner, selon la façon dont ils se mélangent. On appelle ça une migration de type I. C'est ce qu'a vécu Jupiter lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil il y a des milliards d'années. Et ceci explique également l'existence des Jupiters chauds. Deuxièmement, les grandes planètes peuvent bousculer les plus petites, modifiant leur trajectoire. Et troisièmement, la gravité de l'étoile peut attirer la planète, rendant son orbite circulaire. Avez-vous déjà entendu parler des planètes errantes? Imaginez une planète solitaire, flottant dans l'immensité de l'espace sans être rattachée à la moindre étoile. Ce sont les nomades errants de notre galaxie, condamnés à errer éternellement. Et il y en a tellement. Il pourrait exister plus de planètes en liberté que de planètes liées à une étoile. Nous parlons là de milliers de milliards de corps vagabonds dans notre seule voie lactée. Il n'est pas rare qu'ils soient aussi massifs que notre plus grande planète, Jupiter, mais la plupart auraient une taille plus comparable à celle de la Terre. Il en existe même qui pourraient avoir une atmosphère épaisse capable de les garder au chaud. Quoiqu'ils soient loin de toute étoile, certaines de ces planètes pourraient avoir des aurores à couper le souffle, tandis que d'autres pourraient être entourées de lunes comportant de l'eau liquide, un havre potentiel pour la vie. Il y a même une chance qu'elles puissent abriter une vie extraterrestre. Ces planètes pourraient heurter d'autres étoiles, ou même des systèmes planétaires entiers lors de leur course folle à travers l'espace. Parfois, elles peuvent être capturées par la gravité d'une étoile pendant un certain temps, avant d'être à nouveau éjectées dans l'espace. Mais comment naissent-elles? Parfois, au cours de ce processus chaotique de formation, toutes les planètes ne parviennent pas à rester près de leurs étoiles parentes. Certaines d'entre elles sont expulsées de leur système solaire, en raison de la puissante attraction gravitationnelle d'autres planètes ou d'étoiles de passage. Ces planètes éjectées deviennent alors des planètes vagabondes. En 2012, des astronomes ont découvert un système solaire datant du commencement de l'univers. Ce système comprend une étoile et 2 planètes. On l'a surnommé « système fossile ». Son étoile est incroyablement ancienne, soit environ 13 milliards d'années, presque aussi vieille que notre univers lui-même. Ce système est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. C'est inhabituel car les planètes se forment généralement à partir de nuages de gaz contenant des éléments plus lourds. C'est alors que nous avons compris que la façon dont les planètes se formaient auparavant était différente de la façon dont elles se forment aujourd'hui. Nous savons que les étoiles contenant le plus de métaux sont les plus susceptibles d'avoir des planètes. En langage astronomique, métaux signifie tout élément chimique autre que l'hydrogène et l'hélium. Mais dans l'univers primitif, il n'y avait pas beaucoup d'éléments lourds. La plupart d'entre eux ont été créés à l'intérieur des étoiles et se sont ensuite dispersés dans l'espace lorsque celles-ci ont explosé. Alors, quand les toutes premières planètes se sont-elles formées? Ce système nouvellement découvert aide à répondre à cette question.
Ces deux planètes géantes sont en orbite autour d'une étoile, qui est incroyablement pauvre en métaux et extrêmement vieille. Ce devrait être rarissime, voire impossible, mais elles existent pourtant. Cela signifie peut-être qu'il y a plus de planètes dans des systèmes pauvres en métaux que nous ne le pensions. Les étudier nous aidera à en apprendre davantage sur la formation des planètes. L'Inde pourrait bien se scinder horizontalement en deux parties alors qu'elle entre en collision avec l'Eurasie. Le mouvement de la plaque indienne, qui inclut la majeure partie de l'Asie du Sud contemporaine, fait croître l'Himalaya. Ce processus a commencé il y a environ 60 millions d'années, lorsque la plaque a d'abord heurté l'Eurasie. Des chercheurs de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, ont eu recours à une simulation générée par l'intelligence artificielle pour voir à quoi ressemblerait cette région un jour. Le modèle informatique a montré que le sous-continent indien fusionnerait avec la corne de l'Afrique d'ici environ 200 millions d'années. Les villes actuelles de Bombay en Inde et de Mogadiscio en Somalie deviendront de proches voisines. Elles seront situées le long de la chaîne de montagnes nouvellement formée que les scientifiques ont provisoirement baptisée Somalaya. De l'autre côté de cette formation géologique, Madagascar finira connecté à Sumatra, tandis que Kolkata et l'île Maurice occuperont la même région. Le Sri Lanka cessera d'exister en tant que tel car il fera partie intégrante du sous-continent indien. Plus au nord, les scientifiques prédisent que l'altitude de l'Himalaya devrait augmenter dans un futur proche. Alors que la plaque indienne continue de se déplacer vers le nord, le paysage environnant connaîtra des changements majeurs. La faille actuelle dérivera plus au sud. Des dizaines de milliers d'années dans le futur, il se pourrait qu'il n'y ait plus de Népal. La chaîne de l'Himalaya se sera étendue latéralement pour engloutir complètement ce pays montagneux. Et il pourrait y avoir beaucoup plus de tremblements de terre dans cette partie du monde, en raison d'un tel mouvement. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que la vitesse à laquelle l'Inde se déplace vers le nord dans la plaque eurasienne est d'à peine 2 mm chaque année. Certains pensent que cela se produit en raison de la flottabilité de la plaque. Elle empêcherait la plaque indienne de s'enfoncer dans le manteau, ce qui donnerait au Tibet sa topographie surélevée. D'autres chercheurs croient que la structure fléchit sous cette pression. Le processus ressemble à ce qui se passe avec une feuille de papier lorsque vous la poussez horizontalement contre un mur. Plus vous appliquez de pression contre son bord, plus la feuille commence à s'élever au milieu. Dans le monde réel, cette élévation serait le plateau tibétain. Une théorie récente nous livre une troisième explication de ce processus. Cette thèse doit encore faire l'objet d'un examen par les pairs, mais ses conclusions semblent intrigantes. L'équipe internationale de chercheurs a introduit un nouveau concept. La délamination de la plaque indienne. Ce terme signifie simplement la séparation des couches dans un matériau qui est censé être solidaire. Pensez à un sandwich qui aurait des tranches de fromage et de jambon entre deux tranches de pain. Retirez l'une de ces couches du sandwich et vous obtenez une délamination. En termes géologiques, ce processus implique que la partie supérieure de la plaque se sépare et se déplace vers le haut. Dans le cas de la plaque indienne, il s'agit de la section qui supporte l'élévation du Tibet. La section inférieure est plus dense, ce qui la fait couler dans le manteau. La tectonique des plaques est, de cette manière, similaire à un gâteau à plusieurs couches. Les pâtissiers placent la couche spongieuse et plus dense en bas pour que le dessus, plus lourd, ne l'écrase pas. Les scientifiques ont élaboré cette théorie en analysant l'hélium présent dans les échantillons d'eau des sources chaudes de la région. L'hélium 3 est un isotope rare qui indique que le manteau est proche de la surface de la Terre. Les chercheurs ont mesuré les rapports isotopiques de l'hélium dans 200 sources tibétaines. Le schéma qu'ils ont observé montre à quelle proximité le manteau se trouve de la surface nord du Tibet. Plus au sud, ils ont retrouvé beaucoup d'hélium 4, un autre isotope, ce qui signifie que la plaque est intacte. Il forme une barrière que l'hélium 3 ne peut pas pénétrer, sauf dans une région proche du Bhoutan, dans la partie orientale de l'Himalaya. L'activité sismique de la région est une preuve tangible que la délamination, cette théorie du sandwich, s'appliquerait bien ici. Et cela nous montre que le manteau s'infiltre du côté est du plateau. Ce concept remet en question les idées anciennement établies sur le comportement des plaques tectoniques. Les chercheurs à l'origine de cette étude soupçonnent que la forme unique de la plaque indienne contribue à ce processus de délamination. Elle est la plus épaisse à son point, le plus au nord et la plus mince à l'est et à l'ouest. Si tout cela est avéré,
Cela signifiera que les collisions continentales sont d'une nature plus dynamique et complexe que ce que les géologues pensaient auparavant. Les scientifiques n'ont pas encore suffisamment de preuves concrètes pour prouver l'exactitude de la nouvelle théorie, juste quelques indices. Forer à des profondeurs de plus de 100 km est pour l'heure mécaniquement impossible. De telles excavations sont nécessaires pour être à 100% certain qu'un tel processus de délamination est en cours. Avec la technologie adéquate, nous serions en mesure de mieux comprendre les risques associés aux tremblements de terre dans la région Asie-Pacifique. C'est l'emplacement de la fameuse ceinture de feu, où 75% des volcans de la planète se situent. 9 tremblements de terre sur 10 ont lieu ici. La plaque tectonique indo-australienne et du Capricorne, située sous l'océan Indien, est tout aussi importante pour comprendre les mystères tectoniques de la Terre. Le terme que les géophysiciens emploient pour de telles zones est la limite de plaques naissantes. Ce sont des endroits où les plaques tectoniques commencent tout juste à se séparer ou à pousser l'une contre l'autre. Elles représentent le stade initial d'une limite de plaques à part entière. Une telle transformation géologique se déroule à un rythme d'à peine plus d'1 millimètre chaque année. C'est à peu près aussi long que la largeur d'un brin de spaghetti. Cela ne devrait pas trop nous inquiéter de notre point de vue actuel. La plaque de l'Inde, de l'Australie et du Capricorne est destinée à se fendre en deux au cours des prochaines dizaines de millions d'années. Des chercheurs français ont étudié les relevés de 2 tremblements de terre qui s'étaient produits en 2012 et en ont conclu qu'il devait se trouver une frontière naissante à cet endroit. Les tremblements de terre se produisent normalement dans les zones où 2 plaques tectoniques ou plus se rencontrent. Mais les secousses de l'océan Indien se sont produites au beau milieu de la plaque. Les scientifiques ont balayé les fonds marins au sonar afin de les cartographier et de comprendre ce qui se passait réellement là-bas. Après un examen approfondi de la zone marine du bassin de Wharton, au large des côtes d'Australie occidentale, les chercheurs ont découvert un réseau complexe de 62 bassins en pull apart le long d'une zone de fracture. Ces données scientifiques soutenaient l'idée que la plaque tectonique se brisait lentement mais sûrement. C'est une autre preuve que la couche externe de notre planète est dynamique et non statique. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'être un grand savant pour remarquer ces puissantes forces souterraines. D'énormes crevasses ont émergé pratiquement du jour au lendemain en raison de fortes pluies dans une région rurale et sismiquement active du Kenya. D'abord en 2018, puis à nouveau en 2023. La population locale a baptisé la plus grande d'entre elles, le Grand Canyon. Ces événements n'étaient pas des incidents ponctuels, mais des signaux provenant de l'ensemble des failles d'Afrique de l'Est, dont la vallée du Grand Rift fait partie. Cet immense phénomène géologique, s'étendant de la Jordanie jusqu'au Mozambique, nous montre la division progressive du continent africain en 2 sous-continents. Vous pouvez trouver de tels rifts partout dans le monde, démontrant la manière dont les mouvements des plaques tectoniques modifient notre planète. Le rift est africain expose les dynamiques sous-jacentes des plaques nubiennes et somaliennes. La plaque nubienne supporte la majeure partie du continent et la plaque somalienne, plus petite, est le berceau de la Corne de l'Afrique. Les deux s'éloignent progressivement l'une de l'autre, ce qui provoque la formation de crevasses à l'intérieur de la vallée du Grand Rift. Ce processus de rift continental, se déroulant à un rythme légèrement plus rapide que celui de l'Inde, conduira finalement à la scission de l'Afrique en 2 continents. Tout le processus, qui devrait se produire au cours des 10 à 50 prochains millions d'années, marque un événement géologique significatif qui nous rappelle les transformations historiques de la Terre. La dernière fois que la géographie de notre planète a changé si drastiquement, c'était pendant la période jurassique. La carte du monde de cette époque est reconnaissable, mais les masses terrestres étaient positionnées de manière bien du point de vue moderne. Au nord, l'Eurasie était encore vaguement connectée à l'Amérique du Nord, formant un ensemble appelé l'Eurasie. Cette masse terrestre s'éloignait lentement du supercontinent de Gondwana plus au sud. Il était composé de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique. À l'époque, la plaque indienne était plus proche de Madagascar que de l'Eurasie, comme c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie.
La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes, par exemple les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivaient de cette façon. Par exemple, les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivirent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte.
Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. Écoutez ça, les pieuvres sont des visiteurs de l'espace. Voici comment cela se serait produit. Des œufs de pieuvres conservés dans la glace de corps spatiaux se seraient un jour écrasés sur la Terre. Ils auraient ensuite mélangé leurs informations génétiques à celles qui existaient déjà sur notre planète. Et voilà, les pieuvres étaient nées. Il est peut-être exagéré de prétendre que les pieuvres, très intelligentes, sont des êtres extraterrestres. Mais l'idée est basée sur une théorie qui existe depuis la Grèce antique, connue sous le nom de panspermie. La panspermie est une hypothèse selon laquelle la vie existe partout dans l'univers, et pas seulement sur les planètes. Ainsi, la poussière spatiale, les astéroïdes et même les engins spatiaux transportent tous un peu de vie à leur surface. Et en traversant la galaxie, ils disséminent la vie. Ce courant de pensée a fait polémique, car il va à l'encontre de l'idée que toute la vie est née ici même, sur notre planète. Mais si cette nouvelle théorie de la pieuvre est intéressante, elle n'apporte pas grand-chose à la recherche de la vie sur d'autres planètes. Elle est trop hypothétique. Les pieuvres sont en fait incroyablement anciennes. Le plus ancien fossile connu appartient à un animal qui vivait il y a près de 300 millions d'années. Précisons que c'était avant que nos amis les dinosaures ne parcourent la Terre. Et ce n'est pas tout. Les bras des pieuvres ont chacun leur cerveau. En effet, les 2/3 de leurs neurones se trouvent dans leurs bras et non dans leur tête. Cela signifie que leurs bras peuvent résoudre le problème de l'ouverture d'un coquillage pendant que leur propriétaire s'occupe d'autre chose. Du multitâche niveau ninja. Par ailleurs, comme les chimpanzés et les dauphins, les pieuvres sont capables de manœuvrer des outils, par exemple en ramassant de vieux coquillages et en les utilisant comme abri. Bien sûr, les humains sont les animaux les plus intelligents. C'est en tout cas leur avis. Mais n'accordons pas suffisamment de crédit aux cochons. Les cochons sont super intelligents. Ils peuvent de même jouer à des jeux vidéo. Non,
pas à Minecraft. Dans le cadre d'une étude universitaire, des scientifiques ont demandé à 4 cochons de jouer avec un joystick. Ils devaient le manipuler de manière à ce qu'une balle en mouvement atteigne un mur, et alors on leur donnait une friandise. Les cochons ont très bien réussi le test, à la surprise des scientifiques. Les pigeons ont également réussi un test impressionnant. On les a entraînés à différencier un tableau de Picasso d'un tableau de Monet, ce qui ne leur a pas posé de problème. Ils ont ensuite été capables d'appliquer ces connaissances en identifiant des œuvres d'art qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, ce qui signifie qu'ils comprenaient réellement la différence entre chaque peintre, et dire qu'on les considère toujours comme des parasites. Si l'on plaçait les kangourous dans un concours de l'aptitude la plus étonnante chez un animal, c'est eux qui gagneraient. Principalement parce qu'ils enfreignent la règle des 4 pattes. Une espèce particulière de kangourou, le kangourou roux, utilise sa queue pour se propulser vers l'avant. Il possède bien 4 membres, mais en pratique, il en utilise 5. Les kangourous utilisent naturellement leur queue comme un 5e membre, car elle est constituée de vertèbres articulées et de muscles. Bien sûr, il fallait que ce soit un animal australien. Blague à part, l'Australie abrite une variété d'animaux uniques, comme le serpent le plus venimeux du monde. Ce reptile pas si mignon est connu sous le nom de taipan du désert, et son venin suffirait à tuer une centaine d'adultes. Toujours dans le domaine des animaux dangereux, le continent abrite également l'une des araignées les plus venimeuses au monde, l'araignée à toile entonnoir. On la trouve non loin du centre-ville de Sydney. Aïe. La petite sirène nous a peut-être montré qu'il fait bon vivre sous la mer, mais elle n'a rien dit des mœurs bizarres de la baudroie. Les baudroies sont des poissons dotés d'un énorme nez en forme de fouet relié à la partie frontale de leur corps. On dirait qu'ils portent toujours une lanterne devant eux, sauf que la lumière de cette petite lanterne est une bioluminescence. Et c'est loin d'être romantique, car les baudroies s'en servent pour attirer des poissons plus petits et en faire leur repas. C'est en 1999 que des scientifiques ont découvert que ces petits êtres passèrent la majeure partie de leur vie la tête en bas. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils planaient au-dessus du fond de l'océan Pacifique, à une profondeur d'environ 5000 mètres, là où il n'y a presque pas de lumière. Ils font cela parce que, comme ils vivent près du fond de l'océan, leur lanterne intégrée éclaire le sol quand ils cherchent de la nourriture. Ils sont peut-être bizarres, mais plutôt futés. Récemment, des scientifiques ont découvert une espèce animale qui n'a ni cerveau ni tête, et qui est pourtant très intelligente. On l'appelle l'ophure. Cette créature à 5 bras est un véritable paquet de nerfs. Lors d'une expérience, des chercheurs réduisirent la lumière au moment de nourrir des ophures avec leurs friandises préférées, de délicieuses crevettes. Après 10 mois de conditionnement, ces créatures sortirent de leur cachette dès que les scientifiques éteignaient la lumière dans la pièce. Elles espéraient déguster un bon repas. Nous ne devrions pas juger un cerveau à sa taille. Ou, en l'occurrence, à son absence. Il existe un phénomène connu sous le nom de comportement du chat orange. Et apparemment, il ne s'agit pas d'un simple mème. Jusqu'à présent, les scientifiques ont pu comprendre que la couleur du pelage est liée au sexe du félin. Et comme l'orange est un chromosome X, les chats oranges sont généralement des mâles. Comme Garfield. Le comportement du chat orange décrit les chats roux comme des agents du chaos. Là encore, c'est un peu comme Garfield. Mais aucune étude concluante n'a été menée pour savoir si ces deux choses sont réellement liées. En termes de vision, les crevettes mantes ont probablement la vision la plus psychédélique de tous les animaux. Ces créatures à drôle d'allure possèdent 16 variétés de photorécepteurs, dont 5 sont réservés au spectre ultraviolet ou UV. Les rayons ultraviolets sont des longueurs d'onde très courtes, invisibles pour l'homme. Ce que la science ne comprend toujours pas, c'est comment ces crevettes mantes perçoivent le monde qui les entoure. Certes, elles peuvent percevoir un grand nombre de couleurs, mais elles ne peuvent pas nécessairement distinguer toutes ces couleurs entre elles. Il se peut qu'elles voient simplement un grand nombre de couleurs très vives et très floues, mais nous n'avons pas encore trouvé le moyen de le vérifier. Dire que les paresseux sont mignons est un euphémisme. Ce sont peut-être les animaux les plus sympathiques de la jungle, mais ce n'est pas tout. Si vous regardez bien leur pelage, vous remarquerez des touches de vert. Ces reflets verts sont en fait de minuscules algues. Elles permettent à ces animaux de mieux se camoufler dans la jungle, mais elles les nourrissent également.
Les petites fissures présentes dans la fourrure des paresseux sont un environnement parfait pour ces algues, et les scientifiques ont découvert des espèces d'algues qui n'existent nulle part ailleurs. Voilà quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Au cœur du désert du Sahara, vous trouverez une petite créature connue sous le nom de fennec. Cet animal aux grandes oreilles s'est parfaitement adapté pour survivre dans son environnement hostile. Ses oreilles l'aident à dissiper la chaleur insupportable du désert et à chasser des proies souterraines. Regardez ce beau gosse. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le panda roux est plus proche du raton laveur que du panda géant. Vous trouverez un grand nombre de ces créatures de la taille d'un chat dans la région de l'Himalaya. Ils sautent d'arbre en arbre et se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer dans ce climat très rigoureux. Ils sont doux et amicaux comme leurs cousins les pandas, et ils adorent le bambou. Et puis, il y a les abeilles. Comparé à celui des humains, le cerveau des abeilles est de la taille d'une tête d'épingle. Pourtant, elles sont capables de choses étonnantes. Supposons qu'une abeille manque d'énergie après un long vol. Cette abeille a désespérément besoin d'une goutte de miel. Mais, astucieuse comme elle n'a pas besoin de retourner à la ruche. Elle peut demander cette goutte à l'une de ses compagnes et continuer à voler. Ce type de système décentralisé leur permet de construire des sociétés très efficaces. Une société dans laquelle les abeilles n'ont pas besoin de faire la queue devant les alvéoles, par exemple. Eh oui,